Son nom était sur la liste des invités. Je l'ai trouvé à 22h45 un mardi soir, juste entre sa colocataire d'université et son cousin de Neuilly, posé là comme si c'était la chose la plus naturelle au monde. Cédric Lemaire plus un VIP. J'ai fixé ce nom pendant un long moment. Assez longtemps pour que mon café refroidisse. Assez longtemps pour que le bourdonnement du réfrigérateur dans notre cuisine de la rue de Passy commence à ressembler à un bruit blanc. Parce que voici le problème. Je lui en avais parlé 6 semaines avant cette fête. Je m'étais assis en face de ma femme à cette même table de cuisine et j'avais prononcé les mots assez clairement pour qu'il n'y ait aucune place à une mauvaise interprétation. Si Cédric Lemaire franchit la porte de cet endroit, je pars. Elle n'avait pas discuté. Elle m'avait regardé et avait dit, « Je t'entends. » Ces mots exacts. « Je t'entends. » Et je l'avais cru. Ce que je ne savais pas, ce que je n'aurais pas pu prédire debout dans cette cuisine à minuit avec une tasse de café froide et une liste d'invités qui ressemblait à une trahison enveloppée dans du papier cartonné, c'était que Cédric Lemaire était sur le point de tout perdre, son entreprise, sa réputation, sa capacité à exercer en France. Et quand son avocat m'a appelé 4 semaines plus tard en hurlant à propos des dommages et intérêts et en me demandant ce que j'avais fait, je veux être très prudent sur la façon dont je réponds à cette question, car la réponse est à la fois simple et dévastatrice. Je n'ai rien fait à Cédric Lemaire. Cédric Lemaire s'est tout fait à lui-même. Je me suis juste assuré que les bonnes personnes regardaient quand il l'a fait. Je m'appelle Adrien Mercier. J'ai 41 ans. J'ai passé les 14 dernières années en tant que directeur des risques et avocat d'entreprise en interne pour un fonds de capital investissement dont le siège est situé à La Défense, à Paris. Mon travail, dans les termes les plus simples que je puisse vous offrir, consiste à identifier le risque avant qu'il ne devienne un dommage. Je lis les gens. Je lis les situations. Je lis l'espace entre ce que quelqu'un dit et ce qu'il pense réellement. Ce n'est pas un don. C'est une compétence. Et c'est la compétence qui m'a sauvé la vie lorsque ma femme a décidé que sa fête d'anniversaire comptait plus que la limite que j'avais fixée. Laure et moi nous sommes rencontrés il y a 12 ans lors d'un dîner client dans le Marais. Elle était la coordinatrice des événements pour l'entreprise qui organisait le dîner, et j'étais l'avocat qui examinait un accord de fusion sur son téléphone sous la table, parce que je ne pouvais sincèrement pas m'arrêter de travailler, même à 20h un jeudi. Elle s'est assise à côté de moi, a regardé mon téléphone, m'a regardé et a dit, « Vous allez regretter de travailler pendant les côtelettes d'agneau. Elles sont extraordinaires. » Elle avait raison pour les côtelettes d'agneau. Nous sommes sortis ensemble pendant 2 ans, et nous nous sommes mariés au Palais Brongniart. Elle portait une robe que je n'ai jamais pu décrire complètement à qui que ce soit sans avoir l'air ridicule. Nous avons passé notre lune de miel sur la côte amalfitaine et sommes revenus dans un appartement avec 2 chambres au Batignolles que nous avons fini par échanger contre un grand appartement avec 4 chambres rue de Passy, parce que Laure avait un plan pour tout. Et ce plan incluait un bureau à domicile, une chambre d'amis et une cuisine assez grande pour accueillir les dîners qu'elle adorait organiser. Je veux être honnête au sujet de notre mariage avant de vous dire ce qui s'est passé. Il était bien. Il était sincèrement bien. Laure est intelligente, organisée et sociable d'une manière que je n'ai jamais été. Elle remplit les pièces. Je les analyse. Pendant longtemps, cela a fonctionné. Elle me rendait plus chaleureux. Je la rendais plus réfléchie. C'est le marché. C'est le contrat que 2 personnes rédigent dans les petits moments calmes avant les grands moments bruyants. J'ai besoin que vous gardiez cela en tête, la bonne version de nous, parce que ce que je vais vous dire va rendre les choses compliquées. Cédric Lemaire est entré dans la vie de Laure environ 18 mois avant sa fête d'anniversaire. Elle faisait de la coordination d'événements en tant qu'indépendante depuis des années. Dîner d'entreprise, collecte de fonds, occasionnellement des mariages, du bon travail, des clients réguliers. Mais il y a 18 mois, elle a accepté un poste de directrice des événements chez Lemaire et Associés, un cabinet de conseil en marketing et relations publiques de taille moyenne avec des bureaux sur l'avenue des Champs-Élysées. Cédric Lemaire était le fondateur et PDG, 47 ans, divorcé. Le genre d'homme qui portait des montres chères et parlait de bouleverser les industries dans des pièces où les gens essayaient de déjeuner. La première fois que Laure l'a mentionné, c'était de manière désinvolte. Cédric veut démarcher un nouveau client d'entreprise et a besoin d'un dîner événementiel le mois prochain. C'est un gros compte. Très bien. La deuxième fois, c'était un peu moins désinvolte. Cédric pense que je suis la seule personne qui comprend vraiment sa vision pour la marque. J'en ai pris note mais je n'ai rien dit. La troisième fois, et c'est celle qui m'a dérangé,
c'est lorsqu'elle est rentrée d'un dîner d'affaires à Saint-Germain-des-Prés, légèrement empourprée, et qu'elle a dit spontanément « Cédric est vraiment facile à vivre, tu sais, il comprend les choses. » Je n'ai pas demandé ce qu'étaient ces choses. J'aurais dû demander ce que c'était, mais j'étais au milieu de l'examen d'une déposition et j'ai laissé passer. Au cours des mois suivants, de petites choses se sont accumulées. Des dîners de travail tardifs qui se prolongeaient au-delà de 22 heures. Une retraite stratégique le temps d'un week-end à Deauville que Laure a mentionné presque en passant, comme si j'aurais déjà dû être au courant. Des notifications de messages de Cédric qui arrivaient à des heures qui n'avaient rien à voir avec la planification d'événements, et un changement dans sa façon de parler de son travail. Moins sur le travail, plus sur lui, sa vision, ses instincts, ce que Cédric pensait de la direction de l'agence. Je travaille dans la gestion des risques. Le risque n'est pas toujours un unique drapeau rouge. Le plus souvent, c'est une collection de drapeaux jaunes. Au moment où nous avons atteint la marque des 6 semaines avant sa fête d'anniversaire, j'en avais catalogué assez pour être direct. J'ai choisi un dimanche soir. Le dîner était terminé, la table était débarrassée et nous étions assis à la table de la cuisine avec le genre de silence qui appartient aux personnes mariées qui ont pris 1000 repas dans la même pièce. Je lui ai dit que j'avais quelque chose à dire, et que je voulais qu'elle l'entende avec tout le sérieux que cela impliquait. Je lui ai dit que j'avais remarqué un schéma, la fréquence de ses contacts avec Cédric, le registre émotionnel lorsqu'elle parlait de lui et la chronologie de son engagement avec lui correspondait à quelque chose que j'avais déjà vu. Pas dans ma vie personnelle, mais professionnellement. J'avais examiné suffisamment de cas d'inconduite au travail et de situations d'enchevêtrement exécutif pour reconnaître l'architecture de quelque chose qui commence par de l'admiration et mène ailleurs. Je ne l'accusais de rien. J'identifiais un risque. Et puis je l'ai dit clairement. Je ne veux pas de Cédric Lemaire à ta fête d'anniversaire. S'il est sur la liste des invités, je ne franchis pas cette porte. Et j'ai besoin que tu comprennes que je ne dis pas ça pour te contrôler. Je le dis parce que si cet homme est quelqu'un dont tu as besoin lors de ta célébration personnelle, alors nous avons un problème qui va au-delà de la fête. Laure a écouté. Elle ne s'est pas mise sur la défensive. Elle n'a pas discuté. Elle a dit « Je t'entends, Adrien. Je t'entends. » Et je l'ai cru. La fête avait lieu au Pressoir, une salle d'événements privée dans le 11e arrondissement, rue de la Roquette, un espace industriel restauré que Laure avait utilisé 2 fois pour des événements d'entreprise et qu'elle adorait pour ses briques apparentes et son toit-terrasse. 70 invités, un service de traiteur, un quartet de jazz en direct à partir d'environ 21h. Laure l'organisait depuis 2 mois et m'avait dit plus d'une fois que ce serait la meilleure fête qu'elle ait jamais organisée. J'y croyais aussi. Ce à quoi je n'ai pas cru, ce que je n'ai pas pu réconcilier, c'est la liste d'invités que j'ai trouvée sur son ordinateur portable un mardi soir, 6 jours avant l'événement. Je ne fouinais pas. Je veux être clair là-dessus. Laure m'avait demandé d'ouvrir l'email de confirmation du fournisseur qu'elle s'était transféré et de l'imprimer. Son imprimante était dans le bureau à domicile. J'ai ouvert son ordinateur portable, je suis allé sur sa messagerie et le navigateur était toujours ouvert sur le document de gestion d'événements partagé sur lequel elle travaillait. Cédric Lemaire plus un VIP. J'ai imprimé la confirmation du fournisseur. J'ai fermé l'ordinateur portable. Je suis retourné dans la cuisine et je suis resté avec cette information pendant un long moment. Je ne suis pas un homme qui réagit sur le moment. Ce n'est pas ainsi que je suis fait. Quand quelque chose me frappe fort, mon instinct n'est pas de parler. Mon instinct est de réfléchir, de cataloguer, de comprendre la forme complète de ce que je regarde avant de décider quoi faire à ce sujet. Ce que je regardais, c'était ceci, ma femme avait écouté tout ce que j'avais dit 6 semaines plus tôt, avait accepté la limite, puis l'avait ignoré discrètement et délibérément. Elle ne s'était pas battue avec moi. Elle n'avait pas négocié. Elle avait simplement hoché la tête, puis fait exactement ce qu'elle voulait. Si vous écoutez depuis un moment, faites une chose rapidement avant que nous n'allions plus loin. Cliquez sur ce bouton d'abonnement tout de suite. Laissez un commentaire ci-dessous. Je veux connaître votre réaction face à tout cela jusqu'à présent. Et aimez la vidéo pendant que vous y êtes. Cela ne vous coûte rien et cela signifie tout. Nous ne faisons que commencer ici et croyez-moi, vous devez rester pour la suite de cette histoire. Je n'ai pas confronté Laure ce soir-là. Je sais que cela peut paraître étrange. Je sais que certains d'entre vous se demandent pourquoi un homme qui vient de trouver son nom effacé de ses propres convictions sur la liste des invités de la fête de sa femme n'est pas monté à l'étage pour exiger une explication.
Et la réponse est la même raison pour laquelle je n'entre pas dans une déposition sans savoir tout ce que j'ai besoin de savoir d'abord. Parce qu'une confrontation émotionnelle avant d'avoir une vue d'ensemble ne me sert à rien. Elle ne sert que la personne qui a causé la situation en lui donnant une chance de contrôler le récit. À la place, j'ai fait ce que je fais toujours. Je suis allé dans mon bureau, j'ai ouvert mon propre ordinateur portable et j'ai commencé à travailler. Pas sur mon travail, sur cela. Cédric Lemaire et moi ne nous étions jamais rencontrés. Laure l'avait si souvent mentionné au cours des 18 derniers mois que j'avais l'impression de le connaître. Mais connaître quelqu'un à travers l'admiration de son conjoint est la forme de renseignement la moins fiable qui soit. Alors je l'ai cherché de la même façon que je cherche quiconque que j'ai besoin de comprendre rapidement. Déclaration à l'autorité des marchés financiers, casier judiciaire, registre du commerce, barreau de Paris, parce que si quelqu'un dans mon secteur dirige un cabinet de conseil, je veux savoir s'il a une exposition légale. Les connexions LinkedIn, car l'entourage d'une personne en dit autant sur elle que la personne elle-même. Ce que j'ai trouvé était intéressant. Lemaire et associés avaient déposé 3 restructurations de SARL distinctes au cours des 4 dernières années, un schéma qui indique parfois une réorganisation légitime liée à la croissance et qui indique parfois autre chose. 2 anciens employés avaient déposé des plaintes auprès du Conseil de prud'homme en 2021 pour des salaires impayés, les 2 ayant été réglés de manière confidentielle. Il y avait une action au civil intentée par une ancienne directrice de création, une femme nommée Amélie Dubois, qui avait été déposée puis discrètement retirée 8 mois plus tard. Et Cédric Lemaire avait une relation d'affaires avec un homme nommé Stéphane Bernard, qui était le directeur d'une société holding immobilière de Boulogne-Billancourt qui avait été signalé lors d'un audit fiscal en 2022 pour des irrégularités. Cet audit était en cours. Rien de tout cela n'était une preuve irréfutable. Tout cela n'était que des drapeaux jaunes. Mais voici ce que je sais sur les drapeaux jaunes, ils ne restent pas jaunes si vous les laissez assez longtemps. Tôt ou tard, quelque chose bascule. J'ai appelé mon collègue Julien Moreau le lendemain matin. Julien est un ancien procureur financier qui dirige aujourd'hui un cabinet spécialisé avenue de l'Opéra, spécialisé dans les litiges en col blanc. Nous nous envoyons du travail depuis 8 ans. Je lui ai demandé s'il connaissait Lemaire et associés et s'il y avait quelque chose en cours que je devais savoir. Il est resté silencieux pendant un moment. Puis il a dit, laisse-moi te rappeler. Il m'a rappelé 2 heures plus tard. Adrien, a-t-il dit, à quel point es-tu impliqué dans cette affaire? Assez pour que j'aie besoin de savoir, lui ai-je répondu. Il m'a dit qu'il y avait une enquête discrète menée par le parquet national financier impliquant un modèle de fausse déclaration financière dans les contrats clients. Plus précisément un stratagème dans lequel Lemaire et associés facturaient aux clients des services de fournisseurs tiers qui étaient en réalité acheminés par le biais de sociétés écrans contrôlées par Stéphane Bernard, la marge revenant personnellement à Lemaire. Ce n'était pas finalisé. Aucune accusation n'avait été portée, mais ça avançait. Dans combien de temps, ai-je demandé? Des semaines, peut-être un mois au maximum, a répondu Julien. Il monte le dossier. Je l'ai remercié. J'ai raccroché le téléphone. Je suis resté assis à mon bureau pendant un long moment. Et puis j'ai pris une décision que je veux expliquer soigneusement parce que ce n'était pas une décision prise sous le coup de la colère. La colère est imprécise. Ce que je ressentais était quelque chose de plus froid et de plus spécifique que la colère. J'ai ressenti cette clarté particulière qui survient lorsque vous réalisez que le risque que vous suivez a une résolution très claire et que vous êtes, par accident ou à dessein, parfaitement positionné pour l'exécuter. Je n'allais pas empêcher Laure de faire sa fête. Je n'allais pas affronter Cédric Lemaire. Je n'allais pas faire de scène, causer des perturbations ou me comporter d'une des manières qui auraient fait de moi l'histoire. J'allais être un témoin et j'allais m'assurer que les bonnes personnes soient également témoins. 2 jours avant la fête, j'ai eu une conversation téléphonique avec l'enquêtrice principale du parquet national financier, une femme nommée Sophie Garnier, dont Julien avait fourni les coordonnées avec l'introduction professionnelle appropriée. Je lui ai dit que Cédric Lemaire devait assister à un événement privé dans le 11e arrondissement le samedi soir, qu'environ 70 invités seraient présents, y compris des collègues, des clients et des contacts personnels. Que d'après ce que je savais, il y avait de fortes chances que certains de ses clients soient des personnes que Lemaire avait trompées dans le cadre du stratagème sous enquête. L'inspectrice Garnier s'est montrée intéressée par cette information. J'ai également contacté 3 personnes que je connaissais professionnellement et dont les entreprises avaient travaillé avec Lemaire et associés au cours des 2 dernières années. J'ai demandé à chacun d'eux,
discrètement et sans entrer dans les détails, d'examiner leurs factures de fournisseurs de cette période. J'ai suggéré qu'ils pourraient trouver quelque chose qui valait la peine d'être signalé. Tous les trois m'ont rappelé dans les 24 heures. Tous les trois avaient trouvé quelque chose. Le soir de la fête d'anniversaire de Laure, j'avais fait tout ce que j'avais l'intention de faire. Pas un seul instant cela n'a impliqué de montrer mon jeu. Pas un seul instant cela n'a exigé que je sois bruyant, dramatique ou visible. Voici ce que j'ai fait le soir de la fête. Je me suis habillé. J'ai conduit jusqu'au pressoir, rue de la Roquette. Je suis entré à 19h45 et j'ai trouvé ma femme près de l'entrée, radieuse et rayonnante dans une robe couleur bordeaux profond, entourée de gens qui l'aimaient. Elle m'a vu et son visage a affiché une expression complexe. Du soulagement peut-être. Ou l'expression de quelqu'un qui s'attendait à une version différente de cette soirée et qui recalibrait. « Tu es venu ?» a-t-elle dit. « C'est ton anniversaire ?» ai-je répondu. Je lui ai embrassé la joue. Je suis allé au bar. J'ai pris un verre de scotch, j'ai trouvé une place vers le fond de la pièce principale avec une vue dégagée sur l'entrée, et j'ai attendu. Cédric Lemaire est arrivé à 20h22. Il était plus grand que je ne le pensais, costume bleu marine onéreux, col ouvert, ce genre particulier de confiance qui passe pour du charme jusqu'à ce que vous compreniez ce qui se cache en dessous. La personne qui l'accompagnait était une femme au début de la trentaine, dont j'ai appris plus tard qu'elle était son assistante. Il est entré comme s'il était le propriétaire des lieux, pas agressivement, mais avec l'aisance d'un homme qui n'a jamais sérieusement envisagé qu'il ne l'était pas. Laure était à l'autre bout de la pièce lorsqu'il est arrivé. Elle a regardé, l'a vu, et quelque chose a changé dans sa posture. Je regardais son visage quand c'est arrivé. C'est comme ça que je le sais. Elle a traversé la pièce vers lui. Ils ont échangé des salutations qui ont duré un peu plus longtemps que des salutations professionnelles ne le devraient. Elle lui a tendu quelque chose, un tour de cou ou un badge quelconque, comme le font les salles pour les invités de marque. J'ai découvert plus tard qu'il était écrit « invité très spécial ». Elle l'avait imprimé, l'avait sélectionné et l'avait mis entre ses mains pour son anniversaire. J'ai pris un deuxième verre de scotch et j'ai continué à observer. Voici la chose à propos de Cédric Lemaire lors d'une soirée. Il était exactement comme je m'y attendais. Il faisait le tour de l'assemblée. Il riait trop fort de ses propres remarques. Il se positionnait près de Laure assez constamment pour que quiconque prêtait attention s'en rende compte. Et la plupart des gens n'y prêtaient pas attention parce qu'ils profitaient de la fête. Il était charmant. Il était expérimenté. Il était le genre d'homme qui s'en tire parce qu'il a appris à se mouvoir dans le monde avec une façade sur laquelle il est très difficile d'avoir prise. Vers 21h30, le quartet de jazz a commencé à jouer. L'énergie dans la pièce s'est transformée en quelque chose de plus détendu, de plus festif. J'ai trouvé une collègue de Laure que j'avais rencontrée 2 fois auparavant, une femme nommée Chloé qui travaillait dans le marketing et qui m'avait toujours semblé brillante et fondamentalement honnête. Nous avons parlé de choses sans importance pendant 20 minutes. J'observais toujours la salle. À 22h15, j'ai reçu un SMS de Julien Moreau qui disait seulement « Demain ». J'ai rangé mon téléphone. À 22h45, j'ai souhaité bonne nuit à Laure. Elle était au milieu d'une conversation, empourprée de bonheur, entourée de monde. Elle a levé les yeux vers moi et, pendant un instant, j'ai cru qu'elle allait dire quelque chose d'important. Au lieu de cela, elle a dit « Ne m'attends pas, je ne l'ai pas attendu. Je veux vous raconter ce qui s'est passé le lendemain matin à 7h04 car la chronologie est importante. J'étais à la table de ma cuisine avec du café, le vrai, pas celui devenu froid il y a une semaine, quand mon téléphone a sonné. C'était un numéro que je ne connaissais pas. J'ai répondu parce que les numéros inconnus les dimanches matins sont rarement des événements neutres dans mon domaine de travail. Adrien Mercier, une voix d'homme, très contrôlée, le rythme de quelqu'un qui essaie de paraître calme dans des circonstances qui ne le sont pas, à l'appareil. Je suis Christophe Sorel. Je suis le conseiller juridique de Cédric Lemaire et de Lemaire et Associés. Une pause. Monsieur Lemaire a été contacté par des représentants du parquet national financier ce matin. Il fait l'objet d'une enquête pour malversation financière et plusieurs de ses clients, des clients qui étaient présents hier soir lors d'un événement privé, ont indiqué avoir reçu des demandes d'informations qu'ils croient être liées à vous. Une autre pause. Je veux comprendre, monsieur Mercier, ce que vous avez fait exactement. J'ai laissé le silence s'installer un instant. Puis j'ai dit très clairement et très calmement,
je suis avocat d'entreprise, Monsieur Sorel. Si les anciens clients de votre client ont reçu des demandes d'informations concernant leur relation d'affaires avec le maire et associés, ce serait une affaire entre ces clients et les autorités réglementaires appropriées. Je ne vois pas pourquoi vous m'appelez. Nous avons des raisons de croire, Monsieur Sorel. Monsieur Mercier. J'ai posé ma tasse de café. Si votre client a été contacté par le parquet national financier, la conversation que vous devriez avoir en ce moment n'est pas avec moi. Et si vous souhaitez poursuivre cette conversation, je vous suggère de le faire par écrit. Bonne matinée. J'ai raccroché. Laure est descendue à 8h30, toujours en peignoir, avec l'expression particulière de quelqu'un qui a passé une très bonne soirée et qui ne sait pas encore ce que la matinée lui réserve. Elle a versé du café. Elle s'est assise en face de moi, à cette même table de cuisine où je lui avais dit, 6 semaines plus tôt, clairement, en choisissant délibérément chaque mot, quelle était ma limite. Bonne fête, ai-je demandé. Incroyable, a-t-elle dit. Elle souriait. Cédric s'est bien amusé. Le sourire n'a pas disparu, mais quelque chose derrière s'est effacé. Oui, il a passé un excellent moment. Une pause. Merci d'être venu, Adrien. J'ai hoché la tête. Nous devrions parler, ai-je dit. Pas aujourd'hui. Laisse passer quelques jours, mais nous devrions parler. Elle m'a regardé, m'a vraiment regardé, de la façon dont on regarde quelqu'un quand on essaie de déterminer si on a des ennuis. D'accord, a-t-elle dit. Oui, d'accord. Je ne lui ai pas parlé de l'appel téléphonique de Christophe Sorel. Je n'ai pas mentionné Julien Moreau, ni l'inspectrice Garnier, ni les 3 clients que j'avais appelés, ni les 15 mois de documentation qui s'accumulaient dans le dossier du PNF. J'ai juste bu mon café et j'ai laissé le dimanche matin être ce que sont les dimanches matins. Le truc quand on est directeur des risques, c'est qu'on apprend à être très patient quant aux résultats. On met en marche des choses qui prennent du temps à aboutir, et on ne les commente pas pendant qu'elles sont en l'air. Le premier rapport public est sorti un mercredi. Un journaliste économique du journal Le Monde, dont la spécialité était la finance en col blanc, avait eu vent de l'enquête du PNF par des sources que je n'ai ni confirmées ni infirmées, et l'article qui en a résulté était exhaustif et accablant. Le maire et associé avaient facturé à ses clients environ 2,46 millions d'euros sur 3 ans par le biais d'accords de transit de fournisseurs qui acheminaient les paiements vers des entités contrôlées par Cédric Lemaire personnellement. Plusieurs clients ont été cités anonymement. L'article mentionnait Stéphane Bernard par son nom et décrivait l'audit fiscal. Le vendredi, 4 des principaux comptes de Lemaire avaient suspendu leur contrat en attendant une révision. Le mardi suivant, Cédric Lemaire avait engagé un avocat pénaliste. À la fin de cette semaine, Lemaire et associés avaient cessé ses activités et déposé une demande de dissolution administrative auprès du registre du commerce et des sociétés. Laure est venue me voir un jeudi soir. Elle s'est assise à la table de la cuisine. Nous étions toujours à cette table de cuisine pour les choses qui comptaient. Et elle a posé ses mains à plat sur le bois comme le font les gens quand ils ont besoin de quelque chose de solide sous eux. « C'est toi qui as fait ça ?» a-t-elle demandé. Je l'ai regardé pendant un moment. J'ai signalé des informations factuelles à des personnes dont le travail est d'agir sur des informations factuelles. J'ai dit que Cédric Lemaire dirigeait un stratagème qui a escroqué plusieurs clients. Ce stratagème faisait déjà l'objet d'une enquête avant ta fête. Je n'ai pas créé ce qui lui est arrivé. Je me suis assuré que les personnes qui montaient le dossier sachent qu'il serait accessible et identifiable à un moment et un endroit précis. Tout le reste était déjà là. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tu as planifié ça, a-t-elle dit. Pas une accusation, une reconnaissance. Je l'ai géré, ai-je dit. Il y a une différence. Elle a regardé la table. J'ai perdu mon travail. Je sais. Toute l'agence a disparu. Je sais. Un autre silence. Le réfrigérateur bourdonnait. Quelque part dehors, rue de Passy, une voiture est passée. J'ai mis son nom sur la liste, a-t-elle dit. Je lui ai donné le badge. Tu l'as fait. Après que tu m'aies dit de ne pas le faire. Oui. Elle a levé les yeux. Ses yeux étaient du rouge particulier de quelqu'un qui a pleuré dans une autre pièce et qui pensait s'en être débarrassé avant de venir ici. Pourquoi ne m'as-tu pas simplement confronté? Pourquoi n'as-tu rien dit quand tu as trouvé la liste des invités? C'était la question que j'attendais. La vraie question sous toutes les autres questions.
Et je lui ai donné la vraie réponse. Parce que te confronter aurait été à propos de moi, ai-je dit. À propos de mes sentiments, de mon ego, de mon mariage. Ce que Cédric Lemaire faisait à ses clients ne me concernait pas. Ce sont de vraies personnes qui méritent que ce qui leur arrivait soit résolu. Et si j'en avais fait une affaire concernant mon mariage, concernant ma colère envers toi, ça serait resté personnel, petit, gérable pour lui. J'ai fait une pause. Il n'était pas gérable. Il était un danger qui courait en liberté depuis 3 ans. Elle m'a dévisagé. Alors, j'étais secondaire. Tu n'étais pas secondaire. Tu es la raison pour laquelle j'ai prêté attention à Cédric Lemaire en premier lieu. Mais ce que j'ai fait, ce que j'ai réellement fait n'avait rien à voir avec une vengeance contre toi. Tu n'as escroqué personne. Mais j'ai ignoré ta limite. Tu l'as fait. Et maintenant quoi? C'était la question la plus difficile. La question qui n'avait pas de réponse claire comme la question de Cédric Lemaire en avait une. Je veux être honnête avec vous sur ce qui s'est passé ensuite parce que ce genre d'histoire se termine généralement soit par une rupture dramatique, soit par une réconciliation nette, et aucune de ces deux choses n'est exactement ce qui s'est passé pour nous. Laure et moi avons passé 3 semaines à avoir la vraie conversation que nous aurions dû avoir depuis 18 mois. Pas à propos de Cédric Lemaire, mais de la distance qui s'était creusée entre nous et qui avait rendu Cédric Lemaire possible. Sur la façon dont je m'étais réfugié dans le travail jusqu'à ce que ma présence dans mon propre mariage relève davantage de l'obligation professionnelle que du partenariat. Sur la façon dont Laure avait cessé de me dire des choses parce qu'elle avait appris que je les analyserais au lieu de les entendre. Sur la façon dont 2 personnes fondamentalement compatibles peuvent tout de même s'éloigner si loin l'une de l'autre qu'elles commencent à chercher de la chaleur dans de mauvaises directions. Rien de tout cela n'absolvait ce qu'elle avait fait. Elle le sait. Elle l'a dit clairement, et elle l'a dit plus d'une fois. Que franchir une limite que j'avais fixée directement était mal, que donner ce badge à Cédric était un choix qui communiquait quelque chose qu'elle n'avait pas totalement mesuré quant à sa situation émotionnelle. Mais je suis aussi un homme qui a passé 14 ans à cataloguer les risques des autres et pas assez de temps à cataloguer ses propres échecs. La distance dans notre mariage n'était pas une chose qui nous était arrivée. C'était une chose que nous avions tous les deux construite. Une nuit tardive, une conversation manquée et un dimanche silencieux à la fois. Nous suivons une thérapie de couple. Je vais vous le dire clairement parce que je pense que la version de cette histoire où l'homme gagne la partie d'échec juridique et s'éloigne vers le soleil couchant sans reconnaître les dégâts complexes de son propre mariage est une histoire malhonnête. Nous faisons le travail. Que ce travail aboutisse à quelque chose de positif, je l'ignore sincèrement, mais nous le faisons. Ce que je sais, c'est ceci. Cédric Lemaire a plaidé coupable à 2 chefs d'accusation de fraude électronique dans le cadre d'un accord de plaidoyer conclu avec le parquet national financier 6 semaines après que l'enquête ait été rendue publique. Il a accepté de rembourser 1,85 million d'euros de dédommagement, de céder ses intérêts commerciaux et d'accepter une interdiction de 5 ans d'exercer en tant que dirigeant de toute entité enregistrée en France. Son avocat, Christophe Sorel, le même homme qui m'a appelé ce dimanche matin, a publié un communiqué qualifiant la résolution d'affaires commerciales privées et a demandé que les médias respectent la famille de son client. Je n'ai publié aucun communiqué. Les clients qui avaient été escroqués ont reçu un remboursement partiel de l'accord. 3 d'entre eux m'ont envoyé des petits mots par la suite. L'une d'entre elles, une femme nommée Pauline Rousseau, qui dirigeait une entreprise de communication de taille moyenne dans le quartier d'affaires et avait perdu plus de 352 000 euros à cause du stratagème de Lemaire, m'a appelé directement. « Comment avez-vous su ?» a-t-elle demandé. « Je cherche les choses qui ne collent pas », ai-je répondu. Et elle ne collait pas pour vous avant que quiconque d'autre ne le remarque. L'information était là. Il fallait juste que quelqu'un fasse le lien. Elle a fait une pause. « J'espère que votre femme sait ce qu'elle a », je l'ai remerciée. J'ai raccroché. Je suis resté dans mon bureau à domicile rue de Passy pendant un long moment, regardant par la fenêtre la rue en contrebas sous la lumière particulière, grise et dorée, de Paris en novembre. La façon dont la ville semble toujours se préparer à quelque chose. Puis je suis descendu et j'ai préparé le dîner. Pas pour une raison particulière, si ce n'est que c'était le soir, que Laure était à la maison et que nous devions manger. Ce n'est pas une fin dramatique. Je le sais. Mais c'est la vraie fin. Voici ce avec quoi je veux vous laisser parce que j'y ai longuement réfléchi et je pense que ça vaut la peine de le dire clairement. Il y a une version de cette histoire où je suis le héros qui a déjoué un criminel et l'a exposé à la justice.
Cette version est exacte jusqu'à un certain point. Cédric Lemaire dirigeait une fraude. Il méritait ce qui lui est arrivé. Les clients qu'il a escroqués méritaient une résolution. Mais il y a une autre version de cette histoire. Celle dans laquelle je vis, où un homme a remarqué que son mariage dérivait, a identifié le risque, a fixé une limite et ensuite, quand cette limite a été franchie, a répondu non pas en ayant une conversation honnête, mais en organisant un résultat. En étant tellement préoccupé par le contrôle de la situation externe qu'il n'a jamais complètement pris la mesure de ce que la situation interne lui disait. Je suis bon dans mon travail. Je suis parfois un meilleur avocat qu'un bon mari. Ces deux choses ne sont pas sans rapport. Le dîner de ce soir-là était composé de pâtes. Simple, rapide, rien dont Laure se souviendrait. Nous étions assis à la table de la cuisine. Nous sommes toujours à cette table de la cuisine. Et nous avons parlé de choses ordinaires. Une série qu'elle regardait. Un de mes collègues dont l'enfant venait d'être admis à Sciences Po. La façon particulière dont le mois de novembre à Paris donne envie de rester à l'intérieur. Normal, ordinaire, la texture d'une vie qui continue d'être vécue, même quand elle a traversé une épreuve. Je ne sais pas comment notre histoire se termine. Je sais comment s'est terminée l'histoire de Cédric Lemaire. Je sais ce que j'ai fait et pourquoi je l'ai fait, et je le referai parce que ses clients méritaient que quelqu'un prête attention quand les chiffres ne collaient pas. Mais je suis aussi assis à la même table de cuisine où j'ai dit à ma femme ce dont j'avais besoin d'elle, où elle a dit « je t'entends ». Et puis a fait autre chose. Où j'ai trouvé une liste d'invités avec un nom qui n'aurait pas dû y être et j'ai fait le choix de ne pas la confronter, mais d'agir. Et quelque part dans cette séquence de décisions, certaines justes, d'autres plus froides qu'elles n'auraient dû l'être, se trouve la véritable histoire de ce qui s'est passé entre nous. Laure a accepté un emploi le mois dernier dans une organisation événementielle à but non lucratif basée dans le Marais. Elle est rentrée à la maison le premier jour en parlant du travail comme elle parlait autrefois des choses qu'elle aimait vraiment, pas de la vision de quelqu'un d'autre, de la sienne. Je l'ai regardée pendant le dîner et j'ai pensé, la voilà. C'est la personne que j'ai épousée au Palais Brongniart, lors d'un jour que je peux encore m'imaginer dans les moindres détails. Si nous réussissons à surmonter cela, je vous le dirai quand je le saurai. Ce que je sais en ce moment, c'est que l'appel téléphonique de Christophe Sorel a été la dernière fois qu'une personne liée à Cédric Lemaire m'a parlé. Le dossier du PNF est clos. Les clients s'en remettent. L'homme à la montre onéreuse, avec son aisance et son nom sur la liste d'anniversaire de ma femme, a perdu son entreprise, sa licence pour exercer en France et 1,76 million d'euros. Et je suis assis dans la cuisine, rue de Passy, buvant du café, en prêtant attention.